Bonjour, nous sommes le lundi 31 mars, jour de changement d'heure. On va vous parler de la route de l'Occident vers les guerres, notamment vers la Troisième Guerre mondiale. On va vous parler de la position française en Ukraine, franco-britannique en Ukraine. On va vous parler de Donald Trump et du Groenland. Je vais poser quelques questions provocatrices à Édouard. Nous sommes au siège du Courrier, c'est pour ça que nous avons des conditions de tournage un peu particulières. Mais on va quand même vous faire un chaos global. On va évidemment vous parler de la décision qui est tombée tout à l'heure sur Marine Le Pen, sa condamnation à combien d'années de prison? 5 ans. 5 ans, dont deux sous bracelet. Sous bracelet. On va vous en dire quelques mots. Un sujet fondamental. Parfois, il y a des semaines où on se dit l'actualité est un peu en panne. Là, on est au plein. On vous dit juste qu'on sort de l'Assemblée Générale du Courrier des Stratèges, de l'Assemblée Générale de la Société par Action Simplifiée du Courrier des Stratèges. On a fait un bon chiffre. Ben, je trouve. Bon, 200. On remercie les lecteurs, les abonnés. En réalité, alors, tout ça est toujours un petit peu compliqué au début, mais on est à 300 000 € de chiffre d'affaires, mais sur un exercice un peu long, même si il manque des trucs, des machins. On est autour de 250 000 € de chiffre d'affaires par an. Nous payons nos contributeurs et on le rappelle, nous sommes indépendants financièrement. Nous sommes fiers de vivre de notre travail. Nous sommes fiers de faire payer l'abonnement au Courrier et nous sommes fiers de ne pas dépendre de subventions de l'État ni de subventions de puissances occultes. Mon petit doigt me dit que parfois, de l'autre côté de l'Atlantique, il y a un peu de graisse de bœuf qui est donnée pour faire des frites en France sur Vive Trump et à bas l'Europe. On n'est pas pro-européen, mais enfin, de temps en temps, moi en tout cas, j'ai la faiblesse de penser qu'il y a quelques discours qui sont influencés par les intérêts trumpistes, qui sont aussi les intérêts du Deep State. On y reviendra. Hop, n'oubliez pas de vous abonner au fil Telegram. Sur ce fil Telegram, nous avons fait un long sondage. Répondez-y s'il vous plaît, vous avez encore 24 heures pour y répondre. Ça nous permet de savoir qui est de quelle droite dans ceux qui nous suivent, parfois des gens de gauche d'ailleurs. C'est important de le faire. Et puis n'oubliez pas, on lance un compte Instagram. Rejoignez ce compte Instagram. Je vous mets le lien là aussi en dessous. N'hésitez pas avec là aussi le petit code bidule. Comment ça s'appelle les codes Un QR code. Un QR code. Voilà. Nous on est des vieux. C'est le Muppet Show, vous le savez. Muppet Show, comment on appelle ça? Boomer. Même moi, je sais ce que c'est qu'un QR code. Voilà, moi le vieux boomer qui sait pas ce que c'est que. Allez, c'est une blague. On y va. On parle de l'actualité parce que c'est très important. Marine Le Pen. Vous me permettez d'être vulgaire, elle s'est quand même bien fait baiser au bout d'un certain nombre d'années de dédiabolisation. Finalement, elle est en tôle. Ah bah bravo, le bel effort. Bon allez, c'était mon mauvais esprit. Non mais, parce que nous, attends Édouard, on peut se le dire, nous on a régulièrement cette question, est-ce qu'il vaut mieux faire les discus avec les normies pour essayer de garder un petit truc, ou est-ce qu'on est en rupture? Moi, ça fait un certain nombre d'années que j'ai décidé d'être en rupture avec le système. Mais je vois que Marine Le Pen, elle, toute proportion gardée, elle a eu des scrupules et finalement ça lui rapporte quoi? Alors vas-y Édouard, dis-nous ce que t'en penses. Ce que j'en pense, c'est qu'il aurait mieux valu faire tomber le gouvernement Bayrou. Ça me semble évident. Il fallait pas voter pour Richard Ferrand à la présidence du Conseil constitutionnel, puisque il s'est visiblement, si jamais il y avait eu des promesses implicites. Voilà, donc tu es en train de dire que Marine Le Pen s'est fait avoir parce qu'elle a cru aux promesses qu'on lui faisait et elle a voté, ou en tout cas elle a laissé faire l'élection, la nomination de Richard, c'est une procédure complexe, elle a laissé faire l'arrivée de Richard Ferrand, lui-même repris de justice pour aller vite. Alors il n'a pas été complètement repris de justice, je nuance pour éviter la 17e chambre correctionnelle, mais il a fait l'objet quand même d'inquiétudes judiciaires justifiées qui finalement sont passées à la trappe par le fait des amnisties et autres. Mais dans la pratique, il n'était pas complètement légitime pour être là. Et Marine Le Pen a laissé faire en s'abstenant de voter contre. Voilà.
Probablement, ce que tu nous suggères, c'est qu'elle l'a fait en l'échange de la promesse, ce qui est de la diffamation, Édouard, méfie-toi, tu mérites la 17e chambre. Elle l'a fait en échange de la promesse d'être relaxée, et puis finalement... Je ne sais pas ce qui a été dit. Peut-être que ça s'est passé dans sa tête à elle. Oui. Peut-être que ça s'est passé dans sa tête à elle, qu'elle a imaginé que si elle laissait passer Richard Ferrand, le système lui renverrait l'ascenseur. Mais le problème, c'est qu'on a quand même Richard Ferrand, tu viens de dire qui c'est. On a François Bayrou qui a été condamné dans le même cadre pour la même raison, en fait, que Marine Le Pen, mais qui se retrouve Premier ministre aujourd'hui. Et en fait, la naïveté de Marine Le Pen, c'est de croire que la République est inclusive. Non, quand quelqu'un a été à un moment donné décrété comme non républicain, et nous on n'est jamais rentré dans ce jeu-là, mais toujours est-il que le Front républicain, le Rassemblement national, rappelons-nous ce qui a été dit encore lors du décès de Jean-Marie Le Pen, eh bien, Marine Le Pen, elle a cru que il fallait donner des gages pour en faire partie qu'un jour, elle serait, même si elle avait qu'un strapontin, voilà, avec des bons points, même si elle avait qu'un strapontin, elle serait admise au club. Eh ben non, c'est pas un club où elle a été admise, visiblement. En tout cas, c'est comme ça que j'interprète la décision de ce matin. Enfin, donc ça nous rappelle d'abord que il y a des règles de domination sociale dans ce pays, que lorsqu'on est catalogué populiste, on est exclu du game, du jeu. Que Marine Le Pen a cru qu'en étant bonne élève, c'est ton hypothèse, je ne dis pas que c'est ce qu'elle a cru, selon Édouard Husson, selon ce que je comprends des propos d'Édouard Husson, Marine Le Pen a cru qu'elle serait réhabilitée par la bourgeoisie parisienne au pouvoir. Allez, je sais que vous allez encore m'en vouloir de cette expression. Elle a cru qu'elle serait réhabilitée en faisant la bonne élève, et puis finalement ils l'ont menée par le bout du nez, et maintenant elle se retrouve avec un bracelet électronique pour combien de temps? 2 ans au moins? Ouais. Ouais, c'est douloureux. Et puis inéligible. Oui, pour 5 ans. Bon, et donc c'est aussi douloureux. Donc ça veut dire que c'est Tintin pour la prochaine élection présidentielle. Heureusement, Jordan Bardella est allé faire des salam alek à Tel Aviv. Ça, c'est toi qui l'as dit. On a le droit de faire des salam alek à Tel Aviv. C'est une grande démocratie, Israël, donc ça gêne personne de faire des salam alek à Tel Aviv. Et c'est là aussi elle est faite, c'est une blague. On va encore avoir un procès de Barbara Lefebvre. Alors au passage, notre avocate en droit de la presse, vous vous souvenez peut-être qu'Édouard est inquiété par Barbara Lefebvre pour ses propos. Notre avocate en droit de la presse me dit mais non, il faut que Barbara Lefebvre vous attaque car Édouard ne l'a pas diffamé. Et donc vous allez gagner de l'argent. Pour une fois qu'on peut gagner... Non, je ne vais pas faire du jeu de mots. Bref, donc tu n'étais pas diffamatoire dans ton article, mais là je suis diffamatoire en disant qu'on peut faire des salam alek à Tel Aviv car c'est de je sais pas quoi, de la citation à la haine sans doute. Et donc Bardella est allé en faire et maintenant il est prêt pour prendre la relève de Marine Le Pen et je suis sûr que pour le coup il ne soulèvera pas de tollé puisqu'il a fait amende honorable. Oui, sauf que le RN sans le nom Le Pen, historiquement, enfin je sais pas, on va voir, peut-être qu'on se trompe, mais c'est quand même un parti qui a été porté par l'aventure politique de Jean-Marie Le Pen et de sa fille, et qu'aujourd'hui, il n'y aura plus le nom Le Pen sur le Rassemblement national. Tu veux dire que c'est une marque? C'est une marque. C'est une entreprise familiale. C'est une entreprise familiale. Mais qu'est-ce qu'il est? T'es pire que moi aujourd'hui quand même. C'est sans doute ce cadre. On n'a pas encore bu de rhum. C'est sans doute le cadre merveilleux dans lequel on est. Et puis c'est les bons résultats du courrier. Bon, on fera le complément après le rhum. Vous allez voir, ça va partir dans tous les sens. En tout cas, d'ici là, concrètement, est-ce que tu penses, puisqu'on est dans la provocation, mais c'est pour rire, est-ce que tu penses que, tiens, je vais les faire maximum aujourd'hui. Est-ce que tu penses que les électeurs du Rassemblement national ont plus de couilles que ceux... Comment il s'appelle le micro-parti de Zemmour? Bolloré Parti? Non, c'est pas le parti de Bolloré, c'est... Il y avait le petit parti Bolloré Parti. Reconquête Parti. Voilà. Est-ce que tu penses que les électeurs du Rassemblement national ont plus de couilles que ceux de Reconquête? Est-ce que tu penses qu'ils vont grogner ou est-ce qu'ils vont faire comme leur présidente, leur patronne, se mettre à genoux en disant mais nous ne sommes pas assez repentis de tous les crimes que nous n'avons pas commis? Écoute, je pense que le système macroniste, on va dire, parce que c'est quand même le président de la République qui est le garant de des 3 pouvoirs. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas dans un pays anglo-saxon, on est en France. Ah bon?
Et en France... J'ai eu un doute. Ces dernières années, j'avais un doute. Oui, mais en France, le président de la République, c'est le garant du bon fonctionnement des institutions et des trois pouvoirs. Et la séparation des pouvoirs, on sait bien que ça a toujours fait des raclements de gorge chez les juristes d'inspiration anglo-saxonne, mais la tradition française, c'est il y a un chef de l'État qui garantit le bon fonctionnement des trois pouvoirs. Eh bien, là, on voit bien qu'ils vont avoir un problème parce que les juges, et on leur laisse les motivations de leur décision, mais ce faisant, ils empêchent de se présenter une candidate qui a, disons, autour de 30% des voix potentiellement au premier tour. Le journal du dimanche, qui ne peut pas être soupçonné de partialité, puisqu'il est possédé par Bolloré, grand ami de la gauche, le journal du dimanche disait 37% au premier tour. Oui, alors, selon le candidat qui est en face, plutôt 34, et puis on sait que traditionnellement le candidat RN commence à 35% et finit à 28%. C'est pour ça que par prudence, je disais qu'aujourd'hui, Marine Le Pen, potentiellement au premier tour, aurait été à 30%, ce qui est déjà gigantesque dans les conditions politiques actuelles. Et donc, on voit que des juges considèrent, alors même que le Conseil constitutionnel leur avait ouvert d'une toute petite porte pour que la peine ne soit pas exécutoire immédiatement, eh bien les juges ont pensé qu'il fallait écarter Marine Le Pen de l'élection du premier tour de la présidentielle. Alors, cela dit, on l'a pas lu, mais la décision de justice paraît relativement motivée. Ça fait 2 heures de lecture. Oui, oui. Ça veut dire que les juges ont pris le soin d'expliquer qu'ils se soumettaient légalement à la décision du Conseil constitutionnel, qui était de motiver la raison pour laquelle il bafouait la liberté de l'électeur. Je cite les propos du Conseil constitutionnel. Les juges de première instance ont pris le soin d'expliquer pourquoi il bafouait la liberté de l'électeur de pouvoir voter pour la candidate de leur choix. Ils ont motivé leur décision. Alors, ils ont motivé leur décision, et il n'empêche que l'électeur, à partir de là, il va être effectivement partagé entre l'idée d'un vote protestataire, la grève de l'élection, parce que je pense qu'il y a les deux, et d'ailleurs, est-ce que la grève de l'élection est la bonne solution? Toujours est-il que... Non, mais attends, l'alternative, c'est de descendre dans la rue en disant stop. On est d'accord. Est-ce qu'il y a des électeurs du Rassemblement national qui ont l'audace, le toupet de le faire après avoir appelé à longueur de journée à l'autorité de l'État et au respect de l'autorité de l'État? Je sais pas, la question est ouverte. C'est ce que j'allais effectivement... Excuse-moi, je t'écoute. Non, c'est là que je voulais en venir, mais tu l'as dit mieux que je ne l'aurais dit. Et on voit bien qu'il y a un système qui est en train de s'installer en Europe où on va dire il y a une opposition entre la légalité et la légitimité. Et on l'a vu en Roumanie, puisqu'on a interdit à un candidat qui était arrivé en tête du premier tour de se présenter au deuxième tour. On a carrément supprimé les élections. Et là, on a une candidate qui vraisemblablement aurait été en tête du premier tour et qu'on empêche de se présenter. Finalement, Roumanie, France, même combat. Comme disait Georges Pompidou, ils sont fous, ces Roumains. Oh là là, c'est une caricature de Jacques Faisan. C'est une caricature de Jacques Faisan, parodie d'Astérix. Oui, mais cela dit quand même, les Roumains, ils sont plus riches que nous. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que quand même la France a beaucoup plus décliné que la Roumanie. Depuis que la Roumanie dans l'UE a progressé, nous on a décliné. Alors, si on regarde le point de départ... Compare aux Roumains, mais enfin, mieux vaut vivre en Roumanie qu'en France, non ? Écoute, on va faire un chaos global depuis la Roumanie, je te propose. On va y aller à Cluj. Voilà. Alors, on verra. En tout cas, on a déjà fait un papier vendredi soir. Moi, je suis quand même un peu ironique parce que le Rassemblement national a apporté son concours à bas l'état de droit, tous pourris, blablabla, l'UMPS. Sauf que la loi au nom de laquelle Marine Le Pen est condamnée à une inéligibilité avec exécution provisoire, c'est quand même une loi qui a été prise pour lutter contre le tous pourri des élus. Et donc, à un moment donné, c'est compliqué d'appeler sans arrêt à plus de répression. Et puis, quand on est soi-même victime de la répression, dire « Ah, il y a trop de répression ». Je pense que c'est quand même la difficulté structurelle, l'injonction paradoxale permanente des amis de la répression, c'est qu'ils trouvent que la répression, c'est vachement bien quand ça s'exerce sur les autres,
quand ça leur tombe sur le poil, tout à coup, ils trouvent que c'est liberticide. Mm. Et moi, je suis désolé, les amis, mais je ne comprends pas cette ligne incohérente. Soit on est du côté des libertés, et à ce moment-là, on dit on est contre toutes les répressions abusives, soit on aime la répression abusive, et on ne se plaint pas quand elle nous tombe dessus. Moi, je pense que Marine Le Pen, elle va avoir ce problème de cohérence aujourd'hui, c'est qu'elle a défendu systématiquement toutes les mesures liberticides, et la mesure dont elle est victime est liberticide. Le problème, c'est que quand ça s'adressait aux autres, ça lui allait très bien. Maintenant que ça lui tombe sur le paletot, c'est beaucoup moins bien. Et ça, dans la vie, ça peut pas être vérité un jour, erreur le lendemain. Tôt ou tard, on paye le prix de ces erreurs ou de ces errements. Je sais que tu n'es pas forcément d'accord avec ce que je dis. Non, alors moi je vais si tu permets, je vais le formuler Je te le permets. dans les coordonnées de la Ve République. Je pense que... Allô, Alpha Bravo. Voilà. Et donc du gaullisme, une lecture un peu littérale des institutions de la Ve, telles que le général de Gaulle les a voulues. Et après les législatives de 2024, Emmanuel Macron est incapable de former un gouvernement, une majorité. Or, en fait, il en a bien formé deux. D'abord avec Michel Barnier, puis avec François Bayrou, et grâce à qui? Grâce au Rassemblement national de Marine Le Pen qui a laissé faire. Et je pense que c'est l'erreur, c'était ce qu'il ne fallait pas faire, puisqu'après tout, elle était maîtresse du jeu, et que si Emmanuel Macron avait été placé devant ses responsabilités, eh bien il y aurait eu une élection présidentielle avant que les juges n'aient à se prononcer. Voilà. Elle n'a pas voulu renverser la table. Voilà. Elle est renversée par la table. Et finalement, c'est la grande différence entre Marine Le Pen et Donald Trump. Alors, donc, ce point étant fait qui va nous valoir beaucoup d'amis. Beaucoup d'amis. Là, je sens que tu les as gagnés. Ah, et moi aussi. On va avoir un torrent de commentaires élogieux. Vous êtes des salauds, vous vous acharnez sur quelqu'un qui est à terre. Eh bien oui, nous sommes des salauds. Alors, donc, cela étant fait, Édouard, est-ce qu'on peut, avant de parler de la Troisième Guerre mondiale que Macron est en train de nous préparer, est-ce qu'on peut dire 3 mots de l'invasion du Groenland? Est-ce qu'il faut se préparer à un armement et à une riposte militaire face à la menace américaine? On a une situation qui est d'abord absurde, c'est que le pays militairement le plus fort de l'OTAN menace d'occuper, de confisquer, de conquérir, de faire passer sous sa souveraineté un autre pays de l'OTAN. C'est notre ami. Notre ami nous fait ça, c'est pas possible. Donc, finalement, toi qui es beaucoup plus jeune que moi, tu ne te souviens pas, mais l'Union soviétique, on se moquait de l'Union soviétique qui envoyait quelquefois l'armée rouge pour rétablir l'ordre quand il y avait un peu d'agitation. Là, on va... C'est ta nostalgie pour Eric Honecker. Oui, ou pour effectivement Enver Hoxha, ou qui résistait à ça. Hoxha, Enver Hoxha. Le chef. Il parle pas albanais. Le chef du Parti communiste albanais qui lui s'opposait et qui s'était rapproché de la Chine maoïste. Enfin, c'est tout un folklore. Et les grands libéraux. Un folklore pour nous, pour les mecs qui subissaient quand même sur place. Voilà. Et les grands libéraux faisaient des déclarations tonitruantes en expliquant que c'était scandaleux qu'on laissait faire. Sauf que là, c'est chez nous que ça se passe, dans le camp occidental, le monde libre, et on a un président américain qui envoie son vice-président confirmer que le Groenland devrait passer sous souveraineté américaine. Donc c'est effectivement un petit peu curieux. On va pouvoir relancer la série Groenland en France, mais alors concrètement, ça pose comme un problème. Ça veut dire que aujourd'hui, l'entité américaine, on va l'appeler comme ça, Donald Trump et son équipe, certains ne veulent pas entendre que c'est la nouvelle forme du Deep State, mais que c'est le Deep State. On va appeler l'entité trumpiste. L'entité trumpiste est ouvertement, farouchement, décidée à faire la guerre, farouchement anti-européenne. Ce ne sont pas nos amis. Oui, effectivement, la première chose qu'il faut dire, c'est qu'on passe non pas d'un impérialisme à un nationalisme, on va dire, de modéré, comme Trump avait pu l'incarner pendant son premier mandat, où il avait finalement une opposition très forte.
Et là, on passe d'un impérialisme à l'autre. Et le projet qui a été annoncé, qui est de effectivement d'annexer le Groenland, éventuellement de faire du Canada le 51e État des États-Unis, et de chasser la Chine du canal de Panama, puisque c'est bien ça qui est en jeu. Eh bien, tout ça dessine un repli américain sur le continent américain, sur le continent, sur l'Amérique au sens du continent, avec simplement un retour à la bonne vieille doctrine Monroe, et puis une vision extensive de ce que c'est que l'Amérique. C'est quoi la doctrine Monroe? Donc c'était l'idée que seuls les États-Unis ont le droit de décider de l'avenir du continent américain, qu'aucune autre puissance venue d'un autre continent ne peut s'en mêler. Donc c'est l'isolationnisme. Oui, avec l'idée que en même temps on se crée un espace, une bulle, un espace de domination directe. Bon, voilà. Et donc c'était ce qui justifiait qu'on intervienne en Amérique du Sud. Voilà. Le président Monroe, en 1823, a formulé ça pour la première fois. Ça a été largement repris par ses successeurs. Et puis ensuite, on sait qu'à partir de la Première Guerre mondiale, les Américains isolationnistes ont été amenés à intervenir de plus en plus, ont jugé qu'ils devaient intervenir de plus en plus dans le reste du monde. Alors ça nous a mené à Biden, qui est finalement le point d'aboutissement de ce qu'on a appelé le mondialisme, le globalisme américain, une capacité américaine, états-unienne à intervenir tous azimuts. Et Trump, avec une certaine sagesse au départ d'ailleurs, dit cette surextension est en train de tuer les États-Unis, mais lorsqu'il dit on va se replier, il ne se replie pas simplement sur les frontières des États-Unis, il a décidé que le Groenland devait désormais passer sous souveraineté américaine. Pour les terres rares, pour sa position stratégique. C'est ça le sujet, c'est que en fait, toutes les ressources minérales, et au-delà des terres rares, oui, bien sûr. Trump a une vision de prédateurs, c'est-à-dire qu'il considère normal d'aller piocher en Ukraine, au Groenland, pour se rembourser de l'aide militaire qu'il apporte. Il trouve normal d'aller piocher dans les ressources naturelles des pays. Tu soulignes à juste titre qu'il y a, du point de vue de la géographie, il y a deux terres non américaines, où Trump a quand même dit qu'il voulait imprimer sa marque, mettre la main dessus. C'est d'une part l'Ukraine, puisqu'il veut s'emparer des terres rares, et il est furieux parce que les Britanniques avaient déjà signé un accord avec Zelensky pour 100 ans d'exploitation des ressources naturelles ukrainiennes. Et d'autre part, il y a le Proche-Orient, Israël, Gaza, et on sait très bien que l'une des motivations de Trump à propos de Gaza, c'est de mettre la main sur les ressources gazières au large d'Israël. On va faire une émission cette semaine, et il faut qu'on trouve le temps parce qu'on est très chargé, mais on va faire une émission très détaillée sur le Proche-Orient, notamment sur le licenciement du patron Shin Bet des services secrets israéliens par Netanyahou, qui est révélateur de la crise profonde qui sévit en Israël. Donc on va faire ça cette semaine. Oui. Ça. Moi, je voulais que mercredi, j'en profite pour faire de la pub, mercredi, je voulais que notre Stratégone, notre émission géopolitique, traite de est-ce qu'il y a des soldats nord-coréens sur le front ukraino-russe, russo-ukrainien. Mais on va faire cette émission sur le Shin Bet. D'ici là, est-ce qu'il faut craindre, est-ce que ça te paraît imaginable que l'armée américaine envahisse le Groenland? Alors, il faut rappeler qu'il y a déjà des troupes américaines au Groenland. C'est pas Trump n'est pas quelqu'un qui invente absolument. D'abord, il reprend un schéma des années 30 que lui a soufflé Elon Musk, qu'on appelait le schéma de la technocratie, au sens littéral du terme, et qui disait qu'il fallait que les États-Unis dominent tout le continent nord-américain, donc du Panama jusqu'au Groenland, en incluant le Groenland. Bon, donc ça, il faut le savoir. Et d'autre part, on a un certain nombre d'implantations de soldats américains, de bases, de stations d'observation au Groenland depuis déjà une bonne vingtaine d'années, sinon plus. Donc c'est pas nouveau. En revanche, la grande question, c'est de savoir si le Groenland va passer sous souveraineté américaine, sous administration américaine directe. Alors, on voit bien que le Danemark proteste, mais enfin, le Danemark a été en même temps l'un des plus pro-américains au sein de l'OTAN, donc ça devient compliqué. Et puis, on voit bien que les habitants du Groenland sont partagés parce qu'ils ont toujours eu une relation ambiguë ces dernières décennies au Danemark. Et puis, en même temps, là, Trump leur dit, mais je vais aller dans votre sens, vous allez quitter le Danemark, mais vous allez venir chez nous. Et chez nous, comme vous savez, c'est la liberté. Donc c'est un peu compliqué. Dans la pratique, on a beaucoup parlé de la menace russe.
Est-ce qu'il y a une menace américaine aujourd'hui? Ah bah alors, je vais répondre à ta question en me demandant ce que devrait faire la France très simplement. Je pense que la réaction normale d'un président français, si nous en avions un, ça serait de dire nous quittons l'OTAN. Si l'OTAN, ça sert à ça, nous quittons l'OTAN. Ensuite, tu vas me dire, mais est-ce qu'on n'a pas les moyens de s'opposer diplomatiquement, militairement? Peut-être que si, hein, mais à ce moment-là, il faut faire agir l'Union européenne. Il faut déclencher un débat au sein de l'OTAN. Je pense qu'on aura du mal à mettre en minorité les États-Unis, mais pourquoi pas essayer? Non, parce que ce qu'il faut dire, c'est que si l'armée danoise voulait répliquer à une invasion américaine, ne serait-ce qu'à l'envoi de 5 000 ou 10 000 hommes, on rappelle que l'armée française est aujourd'hui capable d'aligner au maximum 4 ou 5 000 hommes, donc l'armée danoise, vous imaginez, donc 5 000 soldats américains qui prennent possession du Groenland. Est-ce que dans l'hypothèse où le Danemark voulait réagir, est-ce qu'il aurait l'autonomie stratégique pour actionner des armes essentiellement américaines contre l'armée américaine? Non. Mais alors on va faire semblant de croire qu'Emmanuel Kant avait raison quand il disait que... Mais Emmanuel Kant, c'est un philosophe danois. Non, c'est un philosophe prussien, mais il regardait le Danemark à la longue vue. Et il disait que les républiques, les démocraties ne se font pas la guerre entre elles. Eh ben, prenons-le au mot et demandons à la France, qui a un siège permanent au Conseil de sécurité, d'amener le débat devant le Conseil de sécurité pour faire condamner les États-Unis. Bon, ça rappelle que lorsque moi, en tout cas, à titre personnel, je fais campagne pour le réarmement de la France, il ne s'agit pas forcément de se réarmer contre la menace russe, mais de se réarmer contre une menace américaine. Et là encore, je vois plein de gens qui me parlent de souveraineté française, qui sont manifestement, à mon grand regret, à mon grand désarroi, incapables de comprendre qu'on ne se réarme pas contre un pays, on se réarme en général, et ça peut aussi être contre une menace américaine. Je rappelle d'ailleurs que la dissuasion nucléaire que le général de Gaulle a mise en place, le général Ayret, qui est le grand théoricien avec le général Gallois de la dissuasion nucléaire, eh bien, il a proposé à De Gaulle, et De Gaulle a accepté l'idée que la dissuasion nucléaire était tous azimuts. À l'époque, l'ennemi s'appelait Union soviétique, mais elle était tous azimuts, c'est-à-dire qu'on ne disait pas d'où pouvait venir la menace. Et d'ailleurs, lorsque Richard Nixon vient en février 69 rencontrer le général de Gaulle à Paris, peu après son élection, c'est un des sujets qui est mis sur la table, et Nixon dit à de Gaulle, mais alors ça veut dire que la dissuasion nucléaire, elle pourrait aussi aller contre les États-Unis. Voilà, qui était une mesure bien sage. Voilà, et de Gaulle ne lui a pas dit non ce jour-là. Bon, alors, évidemment, on ne va pas vous faire languir plus longtemps. Dans le conflit russo-ukrainien, ukraino-russe, l'opération spéciale militaire en Ukraine, je ne sais pas quoi, est-ce que la France va envoyer des troupes affronter l'armée russe? Et est-ce qu'elle va les envoyer au mois d'avril? Alors, est-ce que tu me permets de préciser ta question? Oui. Parce que des soldats français, nous savons, ce sont des sources indirectes, mais nous savons qu'il y en a déjà eu des conseillers militaires, des officiers français qui sont allés encadrer des troupes ukrainiennes, et nous savons aussi qu'il y a de très très fortes rumeurs non confirmées par Paris, et pour cause, mais beaucoup d'indices qui nous font penser qu'il y a eu des missiles envoyés sur certains centres où se trouvaient ces soldats français. Donc voilà, ça serait pas nouveau. En revanche, est-ce que pour la première fois officiellement, il y aurait des troupes françaises en Ukraine? Puis dans des proportions plus importantes. Et dans des proportions plus importantes. Parce que là, jusqu'ici, on parlait de quelques dizaines de conseillers. On peut aller jusqu'à 100 ou 150, voilà. Effectivement. Là, on serait dans une dimension différente. On serait 100 fois plus. À quelques milliers, effectivement. Donc, c'est la question qui se pose. D'ailleurs, il faut dire d'emblée, pour que tout le monde comprenne, que les Russes, l'armée russe et le chef des armées, qui est Vladimir Poutine, a dit très clairement que à ce moment-là, la France serait considérée, ou la Grande-Bretagne, ou un autre pays de l'OTAN qui ferait ça, serait considéré comme étant en état de guerre avec la Russie.
Ce qui paraît pas absurde. Ce qui n'est pas absurde du tout, mais jusqu'à maintenant, on parle d'opération militaire spéciale. Et tout le monde a ricané sur l'expression opération militaire spéciale, haha, ils veulent pas dire que c'est une guerre. Ça a eu quand même comme avantage d'éviter de dire que la Russie était en guerre avec l'OTAN, puisqu'il y a un article du New York Times qui nous fait comprendre que l'implication de l'OTAN a été majeure pour aider les Ukrainiens dans leur guerre contre la Russie. Donc tu fais allusion au très long dossier publié par le New York Times, qui est considéré un peu comme Le Monde, comme la voix officielle, et qui a reconnu que depuis le début, la guerre en Ukraine est menée avec des troupes américaines. Alors non pas sur le front, en tout cas au début, mais avec en tout cas une aide extrêmement forte du commandement américain, notamment du général Donoghue, qui est un spécialiste des services secrets, des forces spéciales. Et le New York Times explique que l'Ukraine n'aurait pas tenu aussi longtemps sans une intervention quotidienne de l'armée américaine. Appui du renseignement, appui satellite, et aide à la définition opérationnelle quand des opérations sont lancées, comme la fameuse contre-offensive de l'été 2023. On voit qu'elle a été entièrement co-planifiée avec des officiers de l'armée américaine. Et ce que dit le New York Times, c'est que lorsque l'armée ukrainienne coulait des bateaux russes en mer de Crimée, en fait, les cibles étaient désignées très précisément par les renseignements américains qui disaient aux Ukrainiens, vous tirez là et vous ne posez pas de questions. Et par ailleurs, le New York Times explique qu'au fond, l'armée américaine a plusieurs fois dépêché des officiers généraux américains sur le front pour aider les Ukrainiens. Oui, et alors, il y a un autre aspect qui est extrêmement intéressant dans l'article et qui confirme ce que nous avons écrit dans le courrier depuis longtemps, c'est le fait que la Grande-Bretagne est encore plus radicale que les États-Unis. Par exemple, l'opération de Kursk, au mois d'août dernier, l'attaque sur le sol russe. L'attaque de l'armée ukrainienne sur le sol russe. En fait, on comprend d'après l'article du New York Times que le commandement de l'armée américaine était très réservé parce qu'il savait que ça faisait franchir une ligne dangereuse de plus. Et ils ont visiblement fermé les yeux, parce qu'en même temps, alors ça c'est moi qui interprète, ça les arrangeait dans le cadre de la campagne électorale américaine. Si jamais Kursk avait été une réussite, ça aurait été mis au crédit de Biden, donc de Kamala Harris. Mais donc ils ont fermé les yeux lorsque les Britanniques ont entraîné et aidé les troupes ukrainiennes dans leur offensive. Alors donc concrètement, c'est dans ce bourbier, puisqu'en fait ce que le New York Times révèle par ailleurs, c'est que le commandement américain sous Biden n'a jamais cru à une victoire ukrainienne. C'est-à-dire que alors, ce qui est dit de façon très cynique, c'est l'intérêt de la guerre en Ukraine, c'est que ça nous permet de tester de nouvelles armes, ça nous permet de nous former à la guerre, ça nous permet au fond de nous entraîner. Et il s'agissait d'éviter que l'armée ukrainienne perde. Et donc dans ce contexte, Emmanuel Macron veut prendre le relais avec nos 4 petits 1000 soldats français. Il veut prendre le relais de l'armée américaine. Alors le projet serait d'envoyer un contingent franco-britannique de 12 000 hommes sur le front ukrainien. Alors on rappelle qu'au départ il était dit qu'il fallait que ce soit des soldats de la paix lors d'un cessez-le-feu. Et puis comme le cessez-le-feu n'a pas l'air de venir, il semble que Emmanuel Macron s'obstine. Il a proposé aux autres États européens, la fameuse coalition des volontaires finalement se retrouve à 2, si je comprends bien, Grande-Bretagne et France. Et donc c'est là qu'on aurait ce contingent qui serait envoyé. Alors pourquoi faire ? Les Britanniques, eux, veulent absolument empêcher les Russes d'arriver jusqu'à Odessa. Odessa, on rappelle, c'est un port extrêmement important pour l'Ukraine avant la guerre et même avant 2014, avant Maïdan, mais ça allait rester malgré la perte de la Crimée par l'Ukraine. Et c'était de là que partait tout le commerce vers la Turquie et la Russie à une certaine époque. Et aujourd'hui, les Ukrainiens disent, pour nous, c'est le moyen d'exporter du blé, d'exporter et d'importer tout ce dont nous avons besoin pour notre économie. Les Britanniques, eux, sont très intéressés parce qu'effectivement, c'est un des points de contrôle de la mer Noire. Donc ils voudraient aller là, mais il faut jamais oublier quand on parle de la guerre d'Ukraine que la ligne de front, elle a fait en permanence entre 1000 et 2000 kilomètres. Et actuellement, du fait de la présence de combats à Kursk
que c'est quasiment fini, mais soumis un peu plus à l'ouest, on est plutôt dans les 2000 kilomètres. Et alors, les fameux 4000, 5000, peut-être 10 000 hommes franco-britanniques qui vont aller là-bas, ils vont aller sur quel point? Et là, c'est là que je pense que les disputes franco-britanniques peuvent commencer, sauf à dire que comme il y a déjà un contingent français en Roumanie, à ce moment-là, la France et la Grande-Bretagne se concentreraient sur le sud, par exemple pour empêcher les Russes, théoriquement, de prendre Odessa et de faire la jonction avec la Transnistrie. Mais pour les Russes, il y a un enjeu à prendre Odessa. Moi, je serais Poutine, je prendrais Odessa, j'en profiterai. Je ne ferai pas la paix avec Trump tant que j'ai pas pris Odessa. Alors, c'est effectivement une position, on va dire une position médiane dans le débat intérieur russe. Hein. Je rappelle que, quelle que soit la vision monolithique qu'on a, il y a des gens qui sont beaucoup plus radicaux que Poutine, il y en a d'autres qui sont plus diplomates que Poutine. Poutine essaye de tenir une position intermédiaire et il est plutôt poussé à dire Odessa, c'était la capitale de ce que Catherine la Grande avait appelé la Nouvelle Russie. Je rappelle au passage que c'est un Français qui a été le premier gouverneur d'Odessa. Il a sa statue aujourd'hui à Odessa, le duc de Richelieu, qui était un arrière-petit-neveu du grand cardinal de Richelieu. On a oublié toute cette histoire. Odessa, c'est de l'architecture française quand on y va aujourd'hui. C'est assez émouvant d'ailleurs. J'y étais il y a une petite vingtaine d'années. Il y a 3 semaines. Non, j'y étais en 2006. C'était profondément émouvant. Attends, parce que j'ai fait une blague à la con. T'étais à Odessa il y a 3 semaines ou pas? Non, il y a 18 ans. C'est presque 19 ans. 19 ans. Et donc, voilà, Odessa, historiquement, c'est une ville qui a été prise par la Russie à la Turquie, à l'Empire ottoman, et ça a été la capitale de la Nouvelle-Russie. C'est un port important. Je pense que l'enjeu aujourd'hui pour les Russes, c'est le contrôle de la mer Noire et c'est aussi la jonction avec la Transnistrie, qui est ce petit bout de terre, cette langue de terre à l'est de la Moldavie et de la Roumanie, qui est menacée. Jamais. Si, moi j'y suis allé. À Chisinau. Et je suis allé alors ça c'est en Moldavie, mais je suis allé en Transnistrie. Je suis un des rares Français à être allé en Transnistrie. Tu allais acheter du hashish ou... Non, c'était pour une enquête historique sur la Deuxième Guerre mondiale. Mais la Transnistrie, on a vite fait le tour. Hein. Je veux pas être méprisant, mais c'est un petit territoire. C'est le Luxembourg. C'est le Luxembourg. Je ne me permettrai pas de juger le Luxembourg, qui a un passé prestigieux. Mais la Transnistrie aussi. Donc voilà, pour les Russes, c'est ça. Transnistrie, Odessa et la Crimée. Est-ce qu'ils vont tracer une ligne ou pas? Oui, mais alors, on dirait que Macron met ses petits soldats en plastique dans cette zone-là que tu viens de décrire. Et puis, les petits soldats en plastique se prennent une bombe russe. Ah ben c'est même sûr qu'ils vont se prendre une bombe russe. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qui est absolument terrifiant dans ce qui va se passer, c'est que, comme tu dis, jouant aux petits soldats, Macron a envie d'envoyer, mais les Russes ont déjà prévenu qu'il y aurait à ce moment-là des tirs qui cibleraient immédiatement les troupes des pays co-belligérants désormais, qui enverraient des soldats sur place. Donc, il faut quand même voir qu'on a une armée de métier aujourd'hui, avec des troupes d'élite absolument remarquables, mais qui ne sont pas nombreuses, et que ce sont ces troupes-là qu'on va envoyer, et qui vont donc être décimées. C'est-à-dire qu'en fait, Macron va... Oui, parce que ce sera une boucherie. Non, mais c'est surtout que face à un missile Kinjal ou un missile Oreshnik, nous n'avons pas même les Américains n'ont pas les défenses face à ces missiles-là. Donc, les Israéliens avec leurs dômes de fer n'ont pas de défense face aux missiles hypersoniques. Donc, est-ce que la France les a? Non, nous ne les avons pas. Les Britanniques ne les ont pas. Donc, ça veut dire que on va envoyer au massacre la fine fleur de l'armée française. Est-ce qu'il y a un risque que... Alors, je vais poser la question autrement. Est-ce que la doctrine nucléaire française prévoit une riposte nucléaire française dans ce cas de figure où un missile hypersonique russe frappe des troupes françaises en Ukraine? Alors,
premièrement, la doctrine nucléaire française n'a pas été mise à jour à ma connaissance de ce point de vue-là. Deuxièmement, comme tous les Occidentaux, les dirigeants français ont encore du mal à comprendre la puissance des missiles hypersoniques. Troisièmement, Vladimir Poutine, je rappelle ce que j'ai déjà dit, le 4 mars, donc la veille du discours d'Emmanuel Macron qui mettait en cause la Russie, comme on se rappelle, le 4 mars 2025, Vladimir Poutine a lancé un avertissement extrêmement brutal à la France et à la Grande-Bretagne, en disant si vous voulez jouer à l'arme nucléaire, allez-y, mais à ce jeu-là, la Russie sera toujours gagnante, nous prendrons des coups, mais vous serez totalement détruits. Et je ne sais pas si nos dirigeants ont ça en conscience, c'est-à-dire que l'arme de dissuasion nucléaire, c'est une arme de dernier recours quand on est vraiment menacé directement, et on sait bien que c'est acquis tout double. C'est-à-dire qu'en fait, l'idéal de l'arme nucléaire, c'est de ne pas avoir à s'en servir, mais de dissuader l'adversaire d'attaquer. Et là, on est dans un jeu assez pervers où, finalement, entre puissances nucléaires, on se dirait, vas-y, provoque-moi et tu vas voir ce qui va t'arriver. Est-ce que si Poutine voulait débrancher la France, entre guillemets, s'il voulait nous anesthésier d'une anesthésie générale, il aurait la faculté de le faire avec des missiles hypersoniques frappant le sol français? Oui, je pense d'ailleurs que c'est la logique. Quand on regarde par rapport aux années 60, quand De Gaulle a fait la dissuasion nucléaire, on a une évolution où les armes ont de plus en plus de précision. Donc, y compris les armes nucléaires, c'est tout le sens des armes nucléaires tactiques. D'ailleurs, De Gaulle insistait beaucoup à la fin de son deuxième mandat pour que la France y travaille de manière intensive. Et ce qui a la grande révolution militaire déjà des années 80, dont on a vu les fruits en Irak, ça a été la capacité des Américains à faire des armes de précision. Et aujourd'hui, ce qu'on a avec les Russes qui ont franchi une étape, suivi par les Chinois et peut-être par les Iraniens, ça serait à vérifier, eh bien, ce sont non seulement des armes de précision, mais qui, en plus, n'ont pas une trajectoire balistique qui sort de l'atmosphère pour y rentrer, qui reste dans l'atmosphère en échappant à toutes les tentatives d'interception. C'est ça l'arme hypersonique. Une arme qui va à Mach 5 ou plus. Bon. Et donc, vraisemblablement, le raisonnement des Russes sera de dire on monte pas à l'escalade complète, on a de quoi détruire les centres de pouvoir et de commandement français. Et d'ailleurs, c'est vraisemblablement ce qui se passerait à ce moment-là, y compris, alors on peut imaginer jusqu'à des frappes sur les centres de pouvoir à Paris, mais aussi sur les centres de commandement militaire. Est-ce qu'on peut, enfin, il faudrait combien de temps à un missile Oreshnik ou missile hypersonique russe tiré depuis le sol russe pour atteindre la Défense, par exemple, et pour annihiler le quartier de la Défense qui est le cœur du réacteur nucléaire économique français? Entre un quart d'heure et 20 minutes, je pense. C'est-à-dire, on considère que les Américains et les Russes, au moment de la dissuasion nucléaire classique, se laissaient une demi-heure. Il y avait une demi-heure de délai pour vérifier auprès de l'autre s'il y avait bien eu lancement et si c'était une erreur ou pas. Mais là, on est passé plutôt à un quart d'heure. Bon. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de réagir. Bon, il faut suivre le courrier parce qu'en réalité, les confidentiels, on les a délivrés sur le fil Telegram que vous voyez ici, sur le courrier cette semaine. C'est gratuit le fil Telegram. Vous n'avez vraiment aucune excuse pour ne pas vous y abonner. On a délivré des confidentiels sur ce changement de donne qui intervient au mois d'avril, c'est-à-dire dans les prochains jours. La France et la Grande-Bretagne ont prévu d'envoyer des troupes en Ukraine. Lisez ce qu'on fait. Abonnez-vous, et puis surtout on va revenir très vite parce que moi je pense qu'il faut quand même réfléchir à organiser la résistance concrète, pas seulement gueuler derrière son écran en disant vous êtes tous des nuls et moi je suis un mec sympa. Et il faut agir concrètement, prendre des risques. On suit ça sur le courrier dans les prochains jours, Édouard? Bien sûr, oui, surtout que je crois qu'il ne faut pas du tout sous-estimer la menace russe en l'occurrence. Elle est sérieuse, elle est brutale et elle atteindrait sa cible. C'est pas parce qu'on est un peu badin et qu'on ne prend pas des mines de déprimés maniaco-dépressifs qu'on ne prend pas le sujet au sérieux. Je le redis, on n'a pas forcément besoin d'avoir l'air constipé pour parler de choses graves. Et là, pour le coup, on vous le dit, c'est grave. Bien sûr. Bon, préparez-vous
À très bientôt, à la semaine prochaine. Rendez-vous mercredi sur Stratégone. Et puis suivez le courrier et abonnez-vous au fil du courrier, et abonnez-vous au site du courrier. C'est sûr, c'est dans les colonnes du courrier que se passe l'actualité et l'analyse. À très vite.